Bonjour à tous, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc le professeur Christophe Le Tourneau qui va nous faire une présentation. Christophe est oncologue médical, il dirige le département d'essais cliniques précoces à l'Institut Curie, professeur de médecine à l'Université Paris-Saclay et également dans l'unité INSERM U900, cancer et génome, bioinformatique, biostat et épidémiologie des systèmes complexes. Dans l'équipe également du professeur Aurélien Latouche, équipe méthode statistique pour la médecine personnalisée. Donc aujourd'hui, la présentation intitulée Clinical Trial Designs and Strategies to Enable Precision Medicine in Oncology. Donc, accès cancéro et méthodologie. Donc, pour un petit topo rapide. Donc la médecine de précision aujourd'hui en cancéro, notamment via le séquençage génomique des tumeurs, a permis de modifier considérablement la prise en charge des patients atteints de cancer et également de fait les méthodes d'évaluation des nouvelles thérapeutiques. La recherche clinique doit de fait donc s'adapter à ces évolutions médicales avec de nouveaux défis en termes méthodaux et qui font donc en partie l'objet de cette présentation. Je te remercie Christophe, je te laisse la parole. Merci beaucoup Karine pour cette introduction et puis bonjour à tous, je suis très heureux d'être de nouveau là ici. La première fois que j'étais passé c'était à Bergonié en 2010 ou 2011 sur un autre projet. Donc ce que je vais essayer de faire pendant le temps qui m'est imparti, c'est alors je vais repartir de loin, de l'histoire un petit peu du développement des médicaments en cancérologie et voir comment est-ce qu'on peut avancer sur de nouvelles méthodes pour accélérer finalement la commercialisation de nouveaux médicaments et puis voir aussi peut-être qu'est-ce que c'est que finalement le futur de la médecine de précision en oncologie. Alors voilà, quand les patients ont un cancer, il y a vraiment deux situations très très différentes. Il y a des patients qui ont une tumeur primitive qui est localisée à un endroit, et puis des patients qui ont ce qu'on appelle des métastases, donc des cellules tumorales qui ont migré ailleurs dans le corps. Et finalement, ces deux situations sont radicalement différentes d'un point de vue thérapeutique. Pour un patient qui a une tumeur qui est localisée, les traitements principaux sont la chirurgie et la radiothérapie. Ce sont les traitements locaux et ce sont les chirurgiens et les radiothérapeutes qui peuvent guérir ces malades. Parfois, on utilise des médicaments, mais c'est en adjuvant, c'est en plus de la chirurgie et de la radiothérapie. C'est souvent pour un temps limité. Et l'objectif, dans ces cas-là, bien sûr, c'est de guérir les patients. La deuxième situation est beaucoup plus complexe chez les patients qui ont des métastases, puisque là, finalement, il y a beaucoup moins de place pour les traitements locaux, que ce soit la chirurgie ou la radiothérapie, même si on peut les utiliser à visée symptomatique ou palliative, mais c'est vraiment les médicaments qui vont devenir la stratégie thérapeutique prédominante, puisque ces médicaments circulent partout dans le corps humain. Et donc vont essayer de détruire toutes les cellules tumorales que le patient a. Alors, dans cette situation, la plupart du temps, on n'est plus dans une situation où on peut guérir, malheureusement. Alors, il existe des exceptions, les tumeurs germinales, les cancers du testicule, où des patients, même avec des métastases, peuvent être guéris avec la chimiothérapie. Vous connaissez peut-être Lance Armstrong, qui était un cycliste au début des années 2000 ou fin du dernier siècle, qui avait un cancer du testicule avec des métastases cérébrales et qui était guéri de son cancer du testicule avec la chimiothérapie avant même de gagner ses titres de Tour de France. Et puis, bien sûr, les patients qui ont des maladies hématologiques comme les leucémies, les lymphomes, sont des maladies qu'on peut également guérir avec des médicaments. Mais sinon, dans tous les autres cas, finalement, on a du mal à guérir ces patients, même si il y a des nouveaux médicaments, il y a quelques exceptions avec l'immunothérapie par exemple, mais la plupart du temps, on n'arrive pas à guérir ces patients. Et l'objectif, finalement, c'est de transformer la maladie en une maladie chronique avec des traitements qui soient les plus efficaces possibles, mais la plupart du temps, il faut qu'on change de traitement régulièrement parce que les patients deviennent résistants au traitement. Alors, comment est-ce que les médicaments ont été développés par le passé ? Finalement, la chimiothérapie, c'était surtout les Américains qui ont fait ça, qui finalement avaient dans des boîtes de pétri des lignées cellulaires de cancer du poumon, cancer du côlon, etc.
Puis ils essayaient toutes les substances qu'ils pouvaient récolter, que ce soit dans les fonds marins, dans les milieux naturels, les plantes, etc. Et puis bon, ils voyaient ce qui fonctionnait, et puis des médicaments ont été issus de ces substances et développés dans certains types de cancers, parce que finalement, tel ou tel agent de chimiothérapie fonctionnait dans le cancer du côlon, mais pas bien dans le cancer du poumon, etc. Même si bien sûr, certains agents de chimiothérapie sont utilisés pour traiter plusieurs cancers différents. Donc là, il n'y avait pas de sélection, c'était un développement de médicaments par type de cancer. Alors c'est ce qui est arrivé aussi parfois pour certaines thérapies ciblées. Si on pense aux inhibiteurs de mTOR ou les anti-angiogéniques, ce sont des thérapies ciblées, mais est-ce qu'on devrait les appeler ciblées? Je ne sais pas, parce que finalement tout médicament est ciblé. On parle de thérapie ciblée quand on a bien identifié la cible et que finalement on va donner le médicament que chez les patients qui expriment la cible. Bon, toujours est-il que certains médicaments, comme ces inhibiteurs de mTOR ou les anti-angiogéniques, ont été développés en l'absence d'expression de la cible chez tous les patients dans des types tumoraux bien précis et finalement de la même manière que la chimiothérapie. Pour l'immunothérapie qui est plus récente, c'est aussi ce qui s'est passé pour un certain nombre d'agents d'immunothérapie qui ont été développés par type tumoral, mais pas sur l'expression de la cible de l'immunothérapie, que ce soit PDL1 par exemple ou autre. Mais finalement, à la fin des années 90, une meilleure connaissance de la biologie a permis d'identifier des cibles dans les cellules tumorales qui pouvaient être des cibles thérapeutiques parce que finalement, c'était des altérations moléculaires qui conduisaient à la prolifération tumorale, à la génération de métastases. Et donc, des médicaments ciblés ont été créés pour finalement bloquer ces cibles. Donc là, on n'est plus dans le concept de tester des médicaments un peu à l'aveugle sur des lignées cellulaires. Ce sont des chimistes qui finalement créent un médicament qui va cibler une cible bien spécifique. Et au départ, ces médicaments, là encore, ont été créés dans certains types de cancers bien précis, mais sur la base d'une altération moléculaire. Donc là, un exemple dans le cancer du poumon. À peu près 3% des patients ont ce qu'on appelle une translocation du gène ALK. Et donc, des inhibiteurs de ALK ont été développés. Et vous voyez à gauche que dans l'essai de phase 1 qui avait été réalisé avec un inhibiteur de ALK chez des patients qui avaient un cancer du poumon, mais qui avaient également la translocation de ALK, le traitement marchait dans la majorité des cas. Ce que vous voyez là, c'est la diminution de taille des lésions tumorales. Donc, quasiment tout le monde qui répond au traitement, même si certains ne répondent pas. Et puis, voilà, il y a quand même eu un essai randomisé qui a été réalisé pour confirmer ces résultats, puisque c'était la demande des agences européennes. Et donc, les patients qui avaient un cancer du poumon, mais cette translocation de NTRK, ont été randomisés entre l'inhibiteur de NTRK, le crizotinib en l'occurrence, puis ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire la chimiothérapie. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement, cette thérapie ciblée basée sur l'altération moléculaire, la translocation de ALK, fait mieux que la chimiothérapie. Alors vous pourriez me dire, bah oui, mais bon, vu les résultats qu'on avait à gauche, est-ce qu'on avait vraiment besoin de l'essai randomisé ou pas? Et c'est toute la question qu'on va soulever aujourd'hui, parce que là encore, l'essai a été faisable parce que le cancer du poumon est un cancer qui est fréquent. Mais bon, 3% des patients atteints de cancer, pour réaliser cet essai, il a fallu screener plus de 5000 patients pour finalement en inclure quelques centaines pour finalement pouvoir faire cette étude. Donc ça a quand même été complexe. Alors finalement, cette meilleure connaissance de la biologie, puis surtout le développement de ces médicaments sur la base de cibles, a conduit à une reclassification du cancer. Donc en l'occurrence ici, le cancer du poumon, vous voyez qu'il y a la moitié des patients qui finalement ont une altération moléculaire dans leur cancer qui peut conduire à un traitement ciblé. Et puis une autre moitié seulement qui sont traités de façon conventionnelle avec la chimiothérapie. Et puis aujourd'hui, l'immunothérapie pour certains d'entre eux. Mais finalement, aujourd'hui, on ne parle plus du cancer du poumon, mais on parle du cancer du poumon EGFR muté, du cancer du poumon ALK transloqué, cancer du poumon avec mutation de KRAS, etc. etc. Donc c'est une nouvelle classification des cancers grâce à une meilleure compréhension de la biologie, et puis surtout grâce aux nouveaux traitements qui sont issus. Alors on s'est aperçu par la suite que certaines cibles étaient présentes pas forcément dans un unique cancer, mais pouvaient être présentes dans de multiples cancers, même si l'incidence, bien entendu, pouvait varier.
Et ça a conduit à la réalisation de ce qu'on appelle des essais basket, où c'est-à-dire que les patients sont traités avec un médicament, si tant est qu'ils aient la cible thérapeutique, mais indépendamment du type de cancer. Donc voilà un exemple ici d'essai basket qui a eu lieu avec un inhibiteur de NTRK chez des patients qui avaient n'importe quel type de cancer, mais qui avaient une translocation de NTRK. Les translocations de NTRK, c'est 0,3% des patients atteints de cancer, donc c'est extrêmement rare. Et donc cet essai a été réalisé de façon non randomisée. Et là encore, vous voyez sur la gauche que la majorité des patients finalement a répondu à ce traitement. Mais là, à la différence de l'autre exemple que je vous avais montré, c'est qu'ici, c'est des patients avec des types tumoraux qui étaient très différents. Et finalement, la durée de réponse à ces traitements, que vous pouvez voir à droite, était souvent prolongée. Donc c'est des traitements efficaces. Alors finalement, en faisant des essais basket comme ça, où on inclut des patients qui ont des types de cancers différents, mais qui sont finalement communs grâce à cette altération moléculaire, à translocation de NTRK, finalement on crée de nouvelles ontologies, c'est-à-dire on crée un nouveau groupe de patients, ici des patients qui ne sont plus caractérisés par un type de cancer, mais par une altération moléculaire. Et finalement, si on y réfléchit bien, ces nouveaux groupes de patients, ce nouveau groupe de patients, en fait, pour ce groupe, il n'y avait pas de traitement standard avant. Alors vous allez me dire, mais si, il y a les traitements standards. Pour le patient qui avait un cancer du poumon, ben, c'était la chimiothérapie. Pour le patient qui avait un cancer du rein, c'était l'immunothérapie, etc. Alors on peut voir les choses comme ça, mais l'autre façon de voir, c'est aussi de se dire, ben, ce nouveau groupe de patients est unique, et pour la première fois, il y a un essai clinique qui est réalisé pour cette population spécifiquement. Et finalement, les résultats qu'on observe, c'est que le traitement fonctionne chez la majorité des patients et pour une durée prolongée. Alors, c'est ce qui a conduit les Américains, finalement, à mettre à disposition aux États-Unis un certain nombre de traitements qui sont sur la base d'une altération moléculaire et indépendamment du type de cancer. Donc ici, les inhibiteurs de NTRK pour des patients qui ont une translocation de NTRK, mais également ici une immunothérapie chez des patients qui ont une instabilité microsatellitaire, et donc quelle que soit l'origine du cancer. Ici, un inhibiteur de RET, et puis encore un inhibiteur de BRAF, et en fait, c'est que le début de l'histoire. Finalement, ces premiers médicaments étaient approuvés en 2017, mais il y a des nouveaux médicaments chaque année qui sont approuvés par la FDA sur la base d'une altération moléculaire et indépendamment du type de cancer. Alors, en Europe, c'est plus compliqué, et en France particulièrement, parce qu'on n'a pas accès à ces médicaments. L'argument étant qu'il faut faire la démonstration que ces médicaments, finalement, dans chaque type de cancer, sont bien plus efficaces que le traitement standard qu'on avait avant dans ce type de cancer en question. Mais vous voyez que si on prend l'angle de nouvelles ontologies, finalement, on peut aussi raisonner différemment en se disant ben non, pour ces patients-là, il n'y avait rien avant, et maintenant on a un traitement, et c'est ce traitement-là qui devrait devenir le traitement standard. Alors, effectivement, idéalement, ce qu'on aimerait faire, c'est des essais où finalement, selon l'altération moléculaire, on teste un médicament, donc différentes cibles avec différents médicaments, et puis pour chaque type de cancer, finalement, on fait un calcul de nombre de sujets nécessaires pour démontrer que ce médicament est efficace et idéalement de façon randomisée. On se rend bien compte que ce genre d'essai, c'est impossible à réaliser. Si vous prenez ne serait-ce que les translocations de NTRK, qui sont présentes dans 0,3% des cancers, avant de remplir une cohorte de 50 patients où il a fallu, au niveau international, en gros 3 ans pour faire un essai d'une cinquantaine ou d'une soixantaine de patients, on voit que ce genre d'essai n'est pas faisable et qu'il y aura beaucoup de cases vides finalement dans lesquelles on n'aura pas de réponse à nos questions. Et ça a conduit à la réalisation d'un autre type d'essais qui sont des essais qui finalement ne testent que l'algorithme qui est utilisé pour donner le traitement adéquat. Alors qu'est-ce que c'est que ces essais? C'est des essais qui finalement mélangent des patients qui ont de multiples types de cancers, qui ont de multiples altérations moléculaires, et des essais dans lesquels plusieurs médicaments sont disponibles en fonction des altérations moléculaires. Alors ce type d'essai ne permet pas de dire si un traitement est efficace dans un sous-groupe de patients qui est caractérisé d'un point de vue du type tumoral et puis de l'altération moléculaire. Ces essais, parce que la puissance n'est pas là, la puissance statistique n'est pas là. La seule chose que finalement ces essais peuvent évaluer, c'est l'efficacité
de l'algorithme de traitement qui a été utilisé pour finalement donner ces médicaments. Je vais vous donner quelques exemples. La première étude qui a été réalisée dans un essai clinique non randomisé, c'était l'étude de Von Hoff qui a été publiée en 2010, qui incluait des patients qui avaient tout type de cancer, métastatique la plupart du temps, et ces patients avaient une biopsie tumorale afin d'établir le paysage moléculaire de la tumeur. Et si des altérations étaient découvertes pour lesquelles des traitements existaient, finalement, ces patients étaient traités avec ces médicaments. Alors, ce qui est intéressant dans cet essai, c'est qu'il y avait des altérations moléculaires qui correspondaient à des cibles thérapeutiques connues avec des médicaments qu'on utilise en cancérologie, mais ils regardaient aussi des biomarqueurs éventuellement prédictifs de la réponse à la chimiothérapie. Donc, selon ce qu'ils avaient, ils pouvaient orienter vers du cisplatine ou vers des anthracyclines. Et puis, ils utilisaient aussi des médicaments qu'on utilise en dehors de l'oncologie, comme la metformine, qui est un antidiabétique, sur la base de certaines altérations. Donc là, vous voyez bien que là, le cœur de l'essai, c'est plus forcément les médicaments, mais c'est quel algorithme a été utilisé pour dire que chez tel patient, il fallait donner de la metformine, ou chez tel patient, il fallait donner des anthracyclines, sachant qu'on n'avait jamais identifié de biomarqueur de réponse aux anthracyclines jusque-là. Toujours est-il que pour évaluer l'efficacité de cette démarche, il regardait finalement la survie sans progression, donc c'est-à-dire le temps pendant lequel les patients étaient sous le traitement qui avait été choisi, et il comparait cette survie sans progression à la survie sans progression du traitement qui avait été reçu juste avant. Et donc, voilà, il disait que si finalement le ratio des PFS était supérieur à 1,3, et bien finalement le nouveau traitement était plus efficace que le traitement que le patient avait reçu avant. Supérieur à 1,3, ça veut dire que la survie sans progression sous le traitement qui était donné selon l'algorithme de traitement, la survie sans progression était au moins 30% supérieure à la survie sans progression du traitement qui avait été donné avant. Donc là, vous avez les résultats de certains patients. Par exemple, le dernier patient de droite, ici, il avait une survie sans progression en gros de 2 mois sous le dernier traitement qu'il avait reçu, et puis une survie sans progression de 16 mois sous le traitement ciblé qui avait été donné sur la base de l'analyse moléculaire de la tumeur. Et donc, dans cette étude, ils ont retrouvé que 27% des patients avaient un ratio des PFS qui était supérieur à 1,3, et donc, a priori, la stratégie était bénéfique pour au moins 27% des patients. Cette stratégie, elle a été réutilisée avec des techniques de séquençage plus modernes et puis plus de thérapie ciblée dans l'essai Moscato 01 qui était dirigé par Gustave Roussy. Et là, ils ont trouvé également 33% des patients qui avaient un ratio des PFS supérieur à 1,3. C'est-à-dire que voilà, la survie sans progression sous le traitement ciblé était au moins 30% plus longue que la survie sans progression du dernier traitement reçu par les patients. C'est une stratégie qui a été évaluée encore dans un essai international, l'essai Winter, qui, pareil, incluait des patients qui avaient un cancer métastatique, où une analyse était faite au niveau de l'ADN tumoral, ici, et puis si une altération au niveau de l'ADN était détectée, alors les patients recevaient un traitement ciblé qui correspondait à l'altération. Alors ce qui était original dans cette étude, c'est que ils évaluaient aussi l'expression des gènes tumoraux, mais bon, pour évaluer l'expression des gènes tumoraux, il faut comparer au tissu sain. Donc en fait, dans cet essai, les patients étaient biopsiés au niveau de la tumeur, mais étaient également biopsiés à côté de la tumeur. C'est-à-dire que s'il y a une biopsie pulmonaire qui était faite au niveau de la tumeur, il fallait aussi biopsier à côté le tissu sain. Ce qui n'était pas facile, mais qu'ils ont bien réussi à faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut comparer l'expression génique entre les tissus sains et les tissus tumoraux. Et donc, en fonction de ce qui était découvert là-dessus, dans le bras B, les patients recevaient un traitement sur la base de l'analyse de l'expression génique. Et on y reviendra après. Donc là, il y avait 22% des patients qui avaient un ratio des PFS supérieur à 1,5, qui était le critère de jugement principal. L'essai était négatif pour ce critère de jugement, mais toujours est-il que vous voyez que cette approche d'utiliser le ratio des PFS ou chaque patient comme son propre témoin, c'est une approche intéressante, on va y revenir après. Alors, il y a eu des essais randomisés également qui testaient des algorithmes, comme l'essai Shiva qu'on avait mené à l'Institut Curie, où des patients qui avaient tout type de cancer, là aussi, avaient une biopsie de la métastase, une analyse moléculaire, et puis si une altération était découverte selon l'algorithme qui est dans le petit coin ici, d'ailleurs à propos de cet algorithme, peut-être que vous n'arrivez pas à le lire, mais c'est fait un peu exprès, parce que si vous le lisez, vous allez vous dire, mais bon, c'est n'importe quoi, là, une mutation PI3K, vous donnez de l'éverolimus, bon, il était publié il y a presque 10 ans,
cet essai, et donc c'est un algorithme qui a presque 15 ans maintenant. Mais effectivement, c'était cet algorithme-là qu'on évaluait, puisque les patients étaient randomisés ensuite entre la thérapie ciblée qui correspondait à l'altération qui avait été identifiée, ou alors ce qu'on aurait fait en routine chez ces patients en oncologie. Et donc, on pouvait ensuite switcher de traitement à progression. Donc là, l'algorithme de traitement était non seulement très précis sur quel médicament utiliser en cas selon les altérations moléculaires, mais aussi sur la façon dont on détectait ces altérations. Et c'est vrai qu'on peut s'imaginer que finalement, quand on fait un séquençage, on trouve telle ou telle mutation, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La définition des mutations peut varier selon les critères que l'on utilise. Et vous voyez qu'ici, on utilise des critères de fréquence et puis de coverage du séquençage. Mais bon, si vous changez ces critères de fréquence et de coverage, finalement, vous pouvez changer aussi la détection des mutations. En utilisant un outil bioinformatique, vous pouvez dire que ce patient a une mutation, mais en utilisant un autre outil bioinformatique, vous pouvez dire non, finalement, il n'en a pas. Et puis, pareil pour les amplifications. Les amplifications de gènes, c'est le nombre de copies des gènes. Là aussi, on a défini qu'il fallait au moins 6 copies pour les tumeurs diploïdes et au moins 7 copies pour les tumeurs tétraploïdes. Mais peut-être que certains d'entre vous disent, non, mais pour une tumeur diploïde, finalement, 3 copies, ça suffit. Et par exemple, dans le TCGA, dans l'analyse des tumeurs qui a été publiée, une amplification, c'est à partir de 3 copies. Donc là aussi, vous voyez que c'est des seuils qu'on a fixés, mais qui n'appartiennent qu'à nous. Et qu'en changeant un de ces seuils, on peut potentiellement modifier également le résultat de l'essai clinique. Alors finalement, quand on a fait l'analyse finale, on n'a pas trouvé de différence en survie sans progression entre les deux bras. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire uniquement que l'algorithme, avec l'algorithme qu'on a utilisé, on n'a pas été capable de mettre en évidence une différence. Ça ne voulait pas dire que la médecine de précision n'était pas pertinente, c'était vraiment attaché à l'algorithme de traitement qu'on avait utilisé dans notre essai. Alors dans un sous-groupe, bien sûr, on avait des résultats encourageants, mais bon, vous savez ce que c'est que les analyses en sous-groupe, et ce n'est pas suffisant pour prétendre qu'on a fait la démonstration. Alors, il y a d'autres essais randomisés qui ont été publiés, comme le NCI Impact, et cet essai est particulièrement intéressant parce que les patients pouvaient être traités par 4 types de thérapies ciblées, qui sont décrites ici, mais c'est pas grave si vous ne voyez pas. Mais surtout, la randomisation était particulièrement intéressante parce que finalement, cet essai n'évaluait que l'algorithme de traitement, c'est-à-dire pas l'algorithme et les médicaments donnés, mais uniquement l'algorithme. Pourquoi? Parce que dans le bras A, les patients recevaient la thérapie ciblée qui correspondait à l'altération moléculaire. Alors que dans le bras B, les patients recevaient tout médicament qui ne ciblait pas l'altération moléculaire. Donc il y avait 4 traitements. Dans le bras A, s'il y a une mutation de BRAF, le patient recevait un inhibiteur de BRAF. Si le patient était randomisé dans le bras B, s'il avait une mutation de BRAF, il recevait tout autre médicament qui ne ciblait pas BRAF. Vous pouvez vous dire, d'un point de vue éthique, c'est peut-être discutable. N'empêche que cet essai a la particularité de n'évaluer que l'algorithme de traitement, puisque finalement les traitements reçus dans les deux bras sont les mêmes. Et la seule chose qui change, c'est je suis l'algorithme de traitement versus je ne le suis pas. Alors cet essai, sans rentrer dans les détails, était négatif, mais il était intéressant pour ça. Enfin, un essai plus récent, mais qui a été fait dans le cancer du sein, où des patientes en première ligne métastatique recevaient une chimiothérapie classique. Et si, au bout de 4 à 6 cycles, les patientes étaient en réponse ou étaient en stabilisation tumorale, alors les patientes étaient randomisées entre une maintenance par une thérapie ciblée qui correspondait à une altération moléculaire qui avait été identifiée, ou alors finalement un traitement de maintenance qu'on ferait d'habitude. Alors dans la population globale, il n'y avait pas de différence significative entre les deux bras dans l'analyse, mais bon, quand on se restreint finalement à un certain type d'altération moléculaire classée selon une échelle qui était publiée au niveau européen, finalement le traitement ciblé faisait mieux que le traitement standard. Alors, il y a des limites à ces essais randomisés, on va rentrer un peu plus dans la méthodologie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours possible de faire des essais randomisés. Je vous ai donné l'exemple des translocations de NTRK qui sont très rares, 3 ans pour inclure 60 patients au niveau international. Voilà, faire un essai randomisé, ça paraît compliqué dans ces petites populations.
Deuxième limite des essais randomisés, c'est que finalement, ça évalue l'algorithme de façon globale. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, si pour un patient individuellement, l'algorithme qu'on a utilisé finalement était pertinent. Ça donne un résultat global. Et puis le troisième point, c'est que ça peut paraître dans certaines situations un peu pas éthique finalement de randomiser. Quand vous voyez l'essai de phase 2 avec l'inhibiteur de ALK qui donnait 90% de taux de réponse, bon, l'essai randomisé était positif, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu s'en douter avec les résultats de l'essai de phase 2? J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est difficile de faire signer à un patient un consentement qui dit vous êtes randomisé entre un traitement dont on sait qu'il fait 85% de réponse versus le traitement habituel. Alors bon, il y a beaucoup de débats autour de ça, hein, mais en tous les cas, ça fait partie des limites et c'est pour ça qu'il faut trouver une nouvelle méthodologie et c'est l'objet du projet de Karine, dont on va parler dans l'après-midi. Alors, si maintenant on reprend utiliser chaque patient comme son propre témoin, c'est probablement une technique intéressante, mais qui a aussi des limites. On va voir pourquoi, en tous les cas, dans la façon dont c'est pratiqué aujourd'hui. Je reprends l'essai avec l'inhibiteur de NTRK. Vous voyez la majorité des patients qui répond pendant longtemps. Alors, ce qu'on a fait, c'est que rétrospectivement, on est allé regarder justement, on a étudié le ratio des PFS dans cette population. Et donc là, vous avez en vert, chez les patients chez qui on pouvait évaluer ce ratio des PFS, ce qui veut dire pas toute la population, donc c'est déjà un biais, on est d'accord. La survie sans progression sous l'inhibiteur de NTRK, hein, qui est relativement prolongé. Et puis vous avez à gauche le traitement qui avait été donné juste avant. Et bon, voilà, je crois qu'on voit assez facilement qu'effectivement, les patients, ils restent plus longtemps sous le traitement par inhibiteur de NTRK que sous les traitements reçus avant. Quoique, chez certains patients, hein, comme celui-là ou celui-là, effectivement, le traitement reçu avant avait l'air plus efficace que l'inhibiteur de NTRK qui était donné après. Mais de façon globale, voilà, on a l'impression qu'effectivement, c'est une stratégie qui est intéressante. Et quand on regarde ici alors, la survie sans progression sous inhibiteur de NTRK en rouge, ici en trait plein, puis qu'on regarde le temps jusqu'au moment où on arrête le traitement, donc qui est un peu différent de la survie sans progression, bon ici qui sont similaires hein, dans le bras inhibiteur de NTRK, donc on peut se dire que c'est une bonne approximation, même si on n'en est pas certain, et qu'on compare ce temps jusqu'à arrêt du traitement avec le temps jusqu'à arrêt du traitement précédent, mais de façon rétrospective, on voit aussi là une limite, bah, on voit que les courbes se séparent très largement, et donc ça conforte effectivement les résultats qu'on a pu voir juste avant. Et ici, vous avez les ratios des PFS, et vous voyez aussi que chez une majorité de patients, le ratio des PFS est effectivement supérieur à 1,3, voire même supérieur à 2. Mais bon, avec les limites de ce type d'études qui sont rétrospectives et sur un sous-groupe de patients, finalement, du nombre de patients inclus dans l'étude. Alors, qu'est-ce que c'est que les défis associés à l'utilisation de chaque patient comme son propre témoin, et en particulier l'utilisation du PFS ratio? Bah déjà, c'est qu'il y a une hypothèse forte qui est réalisée, c'est que finalement la cinétique de croissance tumorale elle est linéaire au cours du temps. Voilà, donc c'est le trait rouge. Alors effectivement, il y a certaines personnes qui vont vous dire, mais non, la cinétique tumorale elle n'est pas du tout linéaire, elle est exponentielle, parce que chaque cellule se divisant, et bien finalement on a une croissance exponentielle. Et puis il y en a d'autres qui vous disent, mais pas du tout, c'est pas exponentiel, c'est logarithmique, parce qu'il y a uniquement les cellules du pourtour de la tumeur qui se divisent, mais toutes les cellules à l'intérieur, finalement, elles ne se divisent pas trop. Donc tout le monde n'est pas d'accord sur la cinétique de croissance tumorale. Toujours est-il que quand on fait l'hypothèse qu'elle est linéaire, est-ce que finalement c'est une hypothèse qui est si saugrenue que ça, sachant qu'il faut plusieurs années pour qu'un cancer se développe, hein, entre 20 et 30 ans, alors bien sûr il y a des exceptions, les cancers pédiatriques bien sûr se développent plus vite que ça, et finalement sur une période de 20 à 30 ans, est-ce que finalement faire l'approximation que la cinétique de croissance tumorale sur quelques mois, puisque là on parle de quelques mois voire quelques années, elle est linéaire, c'est peut-être pas si aberrant que ça, mais bon, ça on peut en discuter. Deuxième chose, c'est comment évaluer la survie sans progression du traitement qui a été réalisé avant, mais en dehors du cadre de l'étude. Parce que finalement, est-ce que le timing des scanners est le même pendant les deux périodes? Effectivement, on peut imaginer que si pendant la période B, vous faites des scanners tous les 2 mois, donc dans la période A, vous faites des scanners toutes les 6 semaines, imaginons que personne ne répond à aucun traitement. Ben, vous aurez quand même 100% des patients qui ont un ratio des PFS qui est supérieur à 1,3 par construction en réalité.
Et ça, c'est quelque chose qui est probablement important. Un travail qu'on avait fait avec Thomas, c'était son sujet de thèse de médecine, c'était de reprendre tous les essais randomisés versus pas de traitement actif, donc soit placebo, soit soins palliatifs en oncologie en situation métastatique. On a repris tous ces essais et on s'était intéressé aux bras où il n'y avait pas de traitement actif. Donc là, finalement, c'est les bras qui restent comparables, sauf que dans des populations différentes, de types de cancers qui pouvaient être différents. Mais voilà, tous ces patients qui étaient dans des essais cliniques mais qui ne recevaient pas de traitement actif. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quand est-ce qu'était réalisé le premier scanner. 6 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Et on a voulu voir s'il y avait finalement une corrélation entre la PFS et puis finalement le timing du premier scanner chez des patients qui ne recevaient pas de traitement actif. Alors bon, on a retrouvé une corrélation qui était faible, mais bon, on a quand même retrouvé une corrélation globale. Donc effectivement, plus on fait le scanner tôt, plus on a de chances qu'on ait un patient qui soit qualifié comme stable, alors que finalement, il n'aurait pas été qualifié de stable si le scanner avait été fait à 4 mois. Donc effectivement, le timing du scanner, en tous les cas, ces données suggèrent que ça a un impact et on le comprend bien intuitivement. Donc ça, c'est la première chose. Si on fait un essai de médecine de précision qui commence à ce moment-là et que les patients ont des scanners tous les 2 mois dans le cadre d'un essai clinique, mais que finalement on ne sait pas comment l'évaluation a été faite avant, on ne sait pas quand est-ce que... Bon, on le sait, mais bon, s'il n'a pas été fait au même moment, ça introduit un biais. Deuxième chose, c'est la méthode pour évaluer l'efficacité. Souvent dans les essais cliniques, on utilise RECIST pour les tumeurs solides. Mais bon, en pratique clinique, on utilise rarement RECIST. Ça veut dire qu'en consultation, voilà, les mesures ne sont pas faites systématiquement pour faire une évaluation selon RECIST. Et on peut décider de changer de traitement, une progression clinique, sur une progression qui n'atteint pas les 20% des critères RECIST, parce que c'est une discussion avec le patient, etc. Et aussi, on peut décider de changer de traitement parce qu'on sait qu'il y a un autre traitement dans le cadre d'un essai clinique qui est disponible et qui nous pousse effectivement à changer de traitement. Donc ça, c'est éventuellement également un biais. Alors c'est la raison pour laquelle, dans l'essai Shiva 2, on est en train d'analyser les résultats, on a décidé d'utiliser chaque patient comme son propre témoin, mais surtout d'inclure les patients au tout début, c'est-à-dire avant de recevoir le traitement conventionnel. C'est-à-dire que les patients, ils sont inclus ici, ils ont une biopsie pour faire les analyses moléculaires, on les traite avec un traitement conventionnel, on évalue la PFS avec des scanners tous les 2 mois, et selon RECIST, et s'ils ont une altération ciblable, on les traite avec les thérapies ciblées ou immunothérapies qui correspondent, mais là encore avec des scanners réalisés tous les 2 mois et puis avec une évaluation selon RECIST. Donc là, on gomme le biais des méthodes d'évaluation de l'efficacité qui sont différentes. Alors, sans dévoiler tous les résultats, parce qu'ils ne sont pas encore publiés, c'est quand même difficile ce genre d'essai. Pourquoi ? Parce qu'on inclut des patients qui doivent finalement recevoir au moins 2 lignes de traitement après. Et on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de patients qui ne reçoivent pas de ligne de traitement et qui vont moins bien, dont l'état clinique se détériore. Donc, ils ont eu le séquençage, ils ont eu le premier traitement, mais bon, ils n'ont pas pu avoir le deuxième traitement. Donc, c'est aussi une limite de cette technique, même si d'un point de vue méthodologique, elle est plus pure certainement que l'analyse rétrospective de la PFS1. Alors, le PFS ratio, c'est une chose, comparer 2 traitements chez un même malade, c'est vrai que c'est pertinent, quand vous avez des malades en consultation, ils ont été pendant 6 mois sous un traitement et puis pendant 2 mois sous un autre, pour eux, c'est clair que le deuxième traitement a mieux marché que le premier. Mais c'est vrai qu'il y a ce biais d'avoir reçu 2 traitements différents et puis souvent avec une évaluation qui n'est pas forcément bonne. Alors ce qu'on avait fait il y a quelques années avec Xavier Paoletti, c'est que pour les patients inclus dans les essais de phase 1, on s'était intéressé à la cinétique de croissance tumorale dans les patients inclus dans les essais de phase 1 pour être capable de détecter des signaux d'efficacité. Donc c'était voir la cinétique de croissance avant traitement et puis de la voir pendant traitement et voir si dans certains cas on cassait la courbe et si ça ne pouvait pas nous aider à avoir des signaux d'efficacité, parce que finalement quand on inclut des patients dans les essais de phase 1, patients qui ont reçu des lignes très avancées, le médicament n'est pas efficace tout simplement parce que la biologie de la tumeur est trop complexe. Et ce qui ne veut pas forcément dire que le traitement n'aurait pas eu d'efficacité s'il avait été donné plus tôt. Même si parfois, effectivement, il n'a pas d'efficacité, mais bon, pas toujours. Donc c'est un moyen finalement de détecter des signaux faibles de patients qui cassent leur courbe. On se dit, bon, est-ce que l'effet finalement n'a pas eu de traitement ? Donc là, ce qu'on a décidé de faire pour un essai du programme Accès 2.0 qui va ouvrir cette année, où on va évaluer le pemigatinib, qui est un inhibiteur de FGFR, chez des patients qui ont une translocation de FGFR, et ça indépendamment du type de cancer.
c'est d'utiliser une technique similaire où en fait on va avoir un étalon avant de démarrer le traitement où le patient ne reçoit pas de traitement. C'est-à-dire que quand on le reçoit en consultation, le patient souvent il a eu un scanner qui a montré qu'il y avait une progression sous le traitement d'avant. Et là, en fait, on va demander qu'avant de démarrer l'essai avec le nouveau médicament, le patient va avoir un autre scanner. Alors, au moins 4 semaines après le premier, parce que bon, si c'est trop proche, on risque d'avoir aucune différence dans la taille des lésions tumorales, mais au moins 4 semaines. Et en fait, cette période de temps va nous donner un étalon de la cinétique de croissance tumorale. Donc, on va savoir combien de millimètres ça prend par semaine, si on veut parler comme ça. Et puis ça, on va le garder en tête. Et ensuite, on va traiter le patient. Et puis, parmi les patients, et là, on l'a fait pour les inhibiteurs de FGFR, parce qu'on n'a pas des résultats spectaculaires dans les essais préliminaires. 30% de réponse, 25% de réponse, mais ce n'est pas tout le monde qui répond. Et là, l'objectif, c'est de voir si, en plus des patients qui répondent, ben, finalement, c'est chez ces patients qui sont lourdement pré-traités, est-ce qu'il n'y a pas des patients, finalement, où le médicament, ben, on se dit qu'il fait quand même un petit peu effet, parce que quand on regarde la cinétique de croissance tumorale sous l'étalon, sans traitement, ben, finalement, elle était plus rapide, ou beaucoup plus rapide que sous traitement, et ce traitement a peut-être ralenti les choses. Il y a effectivement des traitements en oncologie aujourd'hui qui ont montré que, comme les bispécifiques, qui ont montré que des gains en survie globale, alors qu'il n'y a pas de différence en taux de réponse et il n'y a pas de différence en survie sans progression, et encore plus important, ça j'aurais dû vous le montrer, des patients, parmi les patients progresseurs, et ben les patients progresseurs sous le bispécifique, finalement, ont une meilleure survie que les patients progresseurs d'emblée. Patients progresseurs d'emblée sous le traitement actuel. Ce qui veut dire que même s'il n'y a pas de réponse et que les lésions tumorales ne diminuent pas de taille, et ben finalement, les patients bénéficient en survie du traitement. Donc c'est vrai que ce genre de technique peut permettre d'identifier des patients qui bénéficient en prenant chaque patient comme son propre témoin. Voilà, mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que finalement, le grand problème du cancer, c'est l'hétérogénéité. Et ici, je vous donne un exemple, un d'essai basket qui a été réalisé avec un inhibiteur de BRAF chez des patients qui avaient une mutation V600. Alors c'est une mutation qui est rare, en dehors du mélanome. Et les résultats ont montré ceci. C'est-à-dire que ici, pour le cancer du poumon, finalement, la majorité des patients semblent tirer un bénéfice de ce traitement. Et d'ailleurs, c'est un traitement qui est disponible aujourd'hui. Mais en fait, tous les patients ne répondent pas quand même. Maintenant, si on regarde le cancer du côlon, avec l'inhibiteur de BRAF seul, vous voyez qu'il y a beaucoup de patients qui ne répondent pas au traitement. Mais bon, il y en a quand même 2 qui ont répondu. Donc aujourd'hui, on ne donne pas ces inhibiteurs parce qu'on dit que ça ne marche pas. Mais en fait, ça a quand même marché chez 2 patients. Alors, voilà, il y a des études précliniques qui ont montré que c'était probablement lié à une résistance induite par le récepteur à l'EGFR. Et donc, dans ce même essai, des patients ont reçu à la fois le vemurafenib et le cetuximab. Et là, il y a ces petites étoiles, il y a plus de patients qui répondaient, et donc c'est super. Mais bon, il y a aussi des patients qui répondent pas. Tout ça pour dire quoi? C'est que aujourd'hui, la médecine de précision qu'on fait en oncologie, c'est une médecine stratifiée en réalité. C'est-à-dire qu'on recherche des altérations et pour une altération, on donne un médicament. Donc finalement, on définit des sous-groupes de patients qu'on peut traiter avec un médicament bien précis. Mais en réalité, on sait que les choses sont plus complexes que ça, et que même si dans certains cas ça marche bien, cette stratégie, dans d'autres cas, probablement la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des altérations qui sont coexistantes, et donc on va inhiber une cible, mais finalement il va y avoir une résistance via d'autres cibles qui sont elles aussi présentes. Un exemple, c'est les patients qui sont traités par un inhibiteur de PI3K. S'ils ont une mutation PI3K, on sait que s'il y a une mutation de KRAS associée, ils ne vont pas répondre. Donc là, c'est un algorithme de traitement qui est bidimensionnel quelque part, puisqu'on regarde 2 altérations. En fait, globalement, on pense que c'est en fait l'ensemble du paysage moléculaire qu'il faudrait être capable d'interpréter pour savoir quel médicament donner. Et donc, il y a utiliser des algorithmes de traitement multidimensionnels. Et là, le point que je veux défendre ici, c'est que je ne pense pas qu'on arrivera à passer de cette médecine stratifiée à cette médecine de précision sans utiliser l'intelligence artificielle. Alors attention, quand je parle d'intelligence artificielle, je ne parle pas de machine learning, de deep learning et tout ça. Mais j'aime bien la définition de Andrew Zeitman,
au mémorial, pour lui, l'intelligence artificielle, c'est utiliser un ordinateur qui va nous sortir un résultat qu'on ne serait pas capable nous-mêmes, en réfléchissant 3 minutes, de trouver. C'est-à-dire que ce n'est pas un profil moléculaire, on dit il y a une mutation de PI3K, on donne un inhibiteur de PI3K. Non, c'est une analyse globale qu'un ordinateur fait, qu'on n'est pas capable de faire, et un ordinateur sort un résultat et dit voilà, c'est ce traitement qu'il faudrait. Et il y a déjà des choses qui ont été faites en oncologie. Donc là, c'est un outil qui a été développé par Vladimir Lazar, qui finalement inclut toutes les données du séquençage au niveau de l'ARN, et c'est ce qui a été fait dans l'essai Winter, dans le bras B, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc finalement, ça inclut toutes les données d'expression génique, et puis cet outil qu'il a développé va dire c'est ce traitement qu'il faut donner. Bon, là, vous voyez, c'est un algorithme de traitement qui est multidimensionnel. On peut parler d'intelligence artificielle dans le sens où aucun d'entre nous serait capable de sortir ce résultat. C'est un ordinateur qui doit le faire. Et là, c'est finalement cet algorithme qu'on évalue. Un autre outil qui a été développé par une équipe hongroise avec qui on a travaillé, c'est un outil qui va aller scroller toute la littérature scientifique, c'est-à-dire qu'on met le profil moléculaire du patient dans l'ordinateur, ça scrolle toute la littérature scientifique et ça donne des scores en fonction des cibles thérapeutiques et en fonction des traitements. Alors ce qu'on a fait avec eux, c'est que rétrospectivement, on leur a donné, mais de façon aveugle, tous les résultats de Shiva, tous les médicaments qui avaient été utilisés, les cibles, et puis le profil complet moléculaire, pas uniquement la cible en question, mais tout. Et puis, sans leur donner l'efficacité du traitement, et on leur a dit on a décidé ensemble de regarder s'ils arrivaient à mieux prédire l'efficacité des traitements que nous on avait donné dans Shiva, qui était un essai négatif. Et là, vous voyez que si on prend les exemples 1 et 3, vous avez 2 patients qui ont un cancer du côlon, vous avez 2 patients qui ont une perte de pétène, mais finalement, leur score est complètement différent. Vous avez un score qui est très très bas pour l'exemple 1, à moins 1200, et puis un score qui est relativement élevé pour l'exemple pour le patient 3. Alors pourquoi est-ce que les scores sont différents? C'est parce que les altérations coexistantes ne sont pas les mêmes. Donc là, dans l'exemple 1, le patient il a aussi une mutation de KRAS, une mutation de TP53. Dans l'exemple 3, il a aussi une mutation de STK11. Et donc finalement, le profil est différent. Et c'est pour ça que l'outil qu'ils utilisent, ne me demandez pas comment ils l'ont développé, parce qu'en fait c'est une boîte privée, donc forcément c'est leur secret. Ils ne vont pas nous dire comment ils font. Et là, nous pensons que finalement le patient 3, c'est bien qu'il ait reçu de l'éverolimus. En revanche, on pense que c'est pas bien que le patient 1 l'ait reçu. Et effectivement, quand on regarde, alors là encore, de façon rétrospective sur un sous-groupe de patients, etc., et puis avec des différences qui ne sont pas non plus monumentales, mais on voit qu'ils arrivent à mieux prédire la survie sans progression, selon le niveau, le score qu'a donné l'outil, avec des courbes qui se séparent, alors pas de façon extraordinaire, mais qui font mieux que finalement le résultat négatif que nous on a eu, qui suggère que potentiellement, quand on utilise leur outil, finalement on fait un petit peu mieux que nous ce qu'on fait avec notre propre intelligence qui est globalement unidimensionnelle, voire bidimensionnelle dans les meilleurs cas. Alors bien sûr, ça c'est la génomique, et un patient ne se résume pas à sa génomique, une tumeur non plus. On sait aujourd'hui que le micro-environnement tumoral est important. L'immunothérapie est parfois prescrite sur la base de l'expression de PDL1 en immunohistochimie sur les cellules tumorales ou sur les cellules du système immunitaire. Mais bon, il y a aussi tout l'autre, l'âge du patient, les comorbidités, etc. Et donc finalement, la génomique, c'est vraiment une petite partie de l'iceberg. Alors il y a des personnes qui croient beaucoup dans les jumeaux numériques, avec l'idée que plus tard, on sera capable d'établir les jumeaux numériques des patients, où il y aura toutes ces données qu'on souhaiterait, données cliniques, données génomiques, etc. etc. Bon, moi, je pense qu'on n'y est pas encore, mais l'idée derrière, c'est de faire des essais cliniques complètement in silico sur ces jumeaux numériques pour finalement déterminer quel traitement il faut donner. Donc là, tout ce programme-là, c'est une étude suédoise, un programme suédois, où ils décrivent comment est-ce qu'un jour on arrivera à ça.
C'est-à-dire qu'on pourra éviter finalement tous les essais cliniques parce qu'on aura les jumeaux numériques et selon tout ça, on pourra décider du traitement. Donc on est bien sûr impatient de voir ça arriver. Alors maintenant, c'est quoi le défi le plus important avec l'intelligence artificielle? Mais bon, vous voyez, hein, l'intelligence artificielle, c'est un mot-clé qui est important pour recevoir des sous des agences françaises européennes, mais c'est plutôt des outils informatiques qu'on utilise et qu'on n'est pas capable de reproduire nous-mêmes. Mais toujours est-il que le défi le plus important, c'est comment expliquer les résultats de ces outils. Et c'est vrai que pour des praticiens, se faire entendre dire qu'il faut donner tel traitement aux patients sans comprendre pourquoi est-ce que l'outil a décidé qu'il fallait donner ce traitement, ça peut être un petit peu difficile. Et on peut finalement manquer de confiance dans ces outils d'intelligence artificielle. Mais bon, finalement, et je sais qu'il y a des neurologues dans la salle, certains disent, comme Pierre Baldi, que finalement on utilise notre cerveau tous les jours, on a confiance en notre cerveau, mais bon, personne ne sait réellement comment est-ce que notre cerveau fonctionne. Donc finalement, on devrait pouvoir dépasser ce défi. Alors pour conclure, ce que je veux dire, c'est que finalement, une meilleure connaissance de la biologie nous a conduit à affiner notre classification des cancers, comme on a vu pour le cancer du poumon par exemple, mais également d'établir de nouvelles ontologies, de nouveaux groupes de patients qui sont particuliers du fait d'une altération moléculaire, et ce, indépendamment du type de cancer. Mais la conséquence de cette meilleure connaissance de la biologie, c'est qu'on a développé de plus en plus de médicaments dans des maladies orphelines finalement. Et parfois, pas uniquement dans un type de cancer, mais parmi plusieurs types de cancers. Et ça, c'est un défi pour le développement de nos médicaments qui a toujours été réalisé par type tumoral depuis le début. Alors, je ne dis pas qu'on va le quitter, cette façon de faire, ce paradigme, mais en tous les cas, c'est un nouveau paradigme et c'est un défi pour les agences de régulation en particulier pour donner accès à des médicaments qui semblent efficaces dans ces nouveaux groupes de patients. Maintenant, une des stratégies, et donc c'est un des objets principaux de Enough Trial, c'est de voir si on ne peut pas utiliser chaque patient comme son propre témoin pour avancer, et on a vu certaines limites dans la façon dont c'est utilisé aujourd'hui, mais on espère découvrir de nouvelles méthodes pour y arriver mieux. Ça a du sens pour tout le monde, et en particulier pour les patients. Comme je le disais, un patient, pour lui, même si finalement l'hypothèse qu'on fait sur la cinétique de croissance tumorale est fausse, pour les patients, ça a du sens. Être 8 mois sur un traitement versus 3, c'est différent, et ça veut dire quelque chose pour les praticiens également, et je pense pour la communauté scientifique. Voilà, donc si on peut avancer et faire comme ça, ça permettra individuellement de finalement tirer des conclusions sur des traitements qui sont donnés, et pas seulement avoir des conclusions globales. Voilà, il faut qu'on améliore nos algorithmes de traitement. Passer de l'unidimensionnel qui marche dans un certain nombre de cas, des algorithmes plus multidimensionnels. Mais bon, pour ça, on ne pourra pas se passer de l'intelligence artificielle, ou en tous les cas des ordinateurs. Et c'est ça, à mon avis, qui nous permettra de passer d'une médecine stratifiée qu'on a aujourd'hui, qui fonctionne bien dans certains cas, mais une réelle médecine de précision, où pour chaque patient, on sera capable de dire, finalement, c'est ce traitement-là qu'il faut. Et ça en tenant compte du fait qu'il n'y aura jamais 2 patients pareils, parce qu'il y aura toujours une différence au niveau génomique, au niveau clinique, etc. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et puis bien sûr, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.